Alors, je vais essayer d'expliquer donc le point de vue auquel je suis arrivé après de nombreuses années sur le hasard. En fait, il faut formuler la question différemment. Je vais parler de la variabilité. Et je vais commencer par mon premier contact avec cette variabilité, qui était lorsque j'étais en classe de maths sup. Le prof m'avait fait passer au tableau. Et donc j'étais debout devant lui, il était devant moi, et il fait ce geste-là. Et il me dit, Monsieur Cohn, quelle est la variable? Alors bon, j'ai réfléchi, alors je me disais qu'est-ce que c'est? C'est l'axe des x, c'est le x, c'est la coordonnée x, y, etc. Puis au bout d'un moment de réflexion, mais ça m'a pris du temps, justement, je lui ai dit la variable c'est le temps. Il m'a dit parfait, c'était exactement ce que je voulais. On faisait de la cinématique à l'époque. Quand on lit Newton, on s'aperçoit qu'il avait aussi beaucoup réfléchi à la variabilité et que pratiquement tout ce qu'il écrivait, toutes les fonctions qu'il écrivait, toutes les formules qu'il écrivait, elles étaient fonctions du temps. C'est-à-dire pour lui, la variable fondamentale, la variabilité fondamentale, c'était le passage du temps. Et c'est ainsi que la plupart des équations de la physique ont commencé à être écrites comme des équations qui impliquent la dérivée par rapport au temps, peut-être la dérivée seconde dans l'équation F égale ma, etc. À partir de Newton, toute la physique a été formulée comme une variabilité en fonction du temps. Et c'est très clair dans les écrits de Newton, je veux dire, c'est très clair que ça lui a pris du temps d'arriver à apprécier ça et puis de le formuler, etc. Ça a eu un succès absolument considérable, bien entendu. Et on peut dire maintenant que pratiquement toute la physique est formulée dans ces termes-là. Bon, le fait qu'il y ait l'espace-temps d'Einstein ne change rien à ça, parce qu'il y a toujours cette espèce de page blanche dans laquelle la variabilité est décrite. Au fil des années, je me suis aperçu que ce point de vue ne tenait pas, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fondamental derrière, et que, en fait, on était conduit à un changement radical, ne serait-ce qu'au sein des mathématiques. C'est-à-dire qu'au sein des mathématiques, quand on veut formuler ce que c'est qu'une variable, par exemple ce qu'on appelle une variable réelle, bon, on s'aperçoit que le formalisme naïf qui consiste à dire qu'une variable réelle c'est une application d'un ensemble X vers l'ensemble des nombres réels ne tient pas. La raison pour laquelle cette formulation ne tient pas, alors que si on demandait à n'importe quel mathématicien ce que c'est qu'une variable réelle, il répondrait que c'est ça, on se donne un ensemble X et on se donne une application qui va de X dans R. Alors, la raison pour laquelle ça ne tient pas, c'est que, en fait, si on prend ça comme notion de variable réelle, on n'arrive pas à faire coexister le discret et le continu. Or, le discret et le continu, ils coexistent partout dans la physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire coexister le discret et le continu? Ça voudrait dire qu'on peut avoir le même x avec une variable à valeur discrète, c'est-à-dire par exemple les entiers, et une variable continue. Et la raison pour laquelle ça n'est pas possible, c'est que dès que sur x on a une variable continue, la cardinalité de l'ensemble x, c'est-à-dire le nombre de points, si vous voulez, de l'ensemble x, est plus grand que le dénombrable. Pourquoi? Parce que le continu a une cardinalité qui est strictement plus grande que le dénombrable. Et donc c'est contradictoire avec le fait d'avoir une variable discrète. Puisque si on a une variable discrète, et qui prend chaque valeur un nombre fini de fois, eh bien l'ensemble x doit être dénombrable. Alors ça, c'est une contradiction qui est vraiment flagrante. Et comment est-ce qu'elle est résolue, cette contradiction, de manière absolument extraordinaire en mathématiques? Elle est résolue par le formalisme de la mécanique quantique. Ce formalisme de la mécanique quantique a été, au départ, découvert par Heisenberg, quand il était sur l'île d'Heligoland, et puis ça a été formalisé par Dirac et von Neumann. Et ce formalisme, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que c'est naïf de croire qu'une variable réelle, c'est une application d'un ensemble X à valeur dans R. Non. Une variable réelle, c'est ce qu'on appelle un opérateur auto-adjoint dans l'espace de Hilbert. Il y a un seul espace de Hilbert, il est de dimension infinie, et quand on a un opérateur auto-adjoint dans l'espace de Hilbert,
il a un spectre. Et ce spectre, c'est un sous-ensemble de R. Donc on a une variable réelle, on a l'ensemble des valeurs de la variable réelle. Mais le miracle, c'est qu'avec le même espace de Hilbert, on peut avoir une variable continue, par exemple, je ne sais pas, la multiplication par x dans l'intervalle 0,1, et une variable discrète, par exemple la multiplication par les entiers. Ces deux variables vont coexister, elles vont être des opérateurs dans le même espace de Hilbert, mais la propriété cruciale, c'est qu'elles ne vont pas commuter. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir trouver un x commun pour les deux, parce que si elles commutaient, il y aurait un x commun pour les deux, et on aurait la même contradiction qu'on avait tout à l'heure. Donc on s'aperçoit que la vraie notion de variable réelle, elle provient de la mécanique quantique. Alors à ce moment-là, on commence à réfléchir philosophiquement. Et en réfléchissant philosophiquement, on s'aperçoit que on a une bonne notion de variable réelle, on a une bonne notion de variabilité. Et cette notion, elle correspond exactement aux observations de la physique, parce que quand on fait une expérience au niveau microscopique, au niveau quantique, quand on envoie par exemple ne serait-ce qu'un photon à travers une toute petite fente qui correspond à sa longueur d'onde, le photon va ensuite atterrir sur une cible, mais quand il va atterrir sur cette cible, il y a une variabilité intrinsèque qui va se produire, c'est-à-dire que quelle que soit la précision avec laquelle on va essayer de répéter l'expérience dans laquelle le photon arrive à tel endroit, on n'arrivera jamais à répéter cette expérience. Donc il y a dans la physique, dans les expériences de la physique, une variabilité fondamentale, irréductible à quoi que ce soit d'autre, que j'appelle l'aléa du quantique. Et ce que l'on a essayé d'expliquer dans notre premier livre avec Jacques Dixmier et Danny Chéreau, c'est qu'on a donné la phrase qui est l'aléa du quantique et le tic-tac de l'horloge divine. La non-commutativité, qui est inhérente au quantique, qui est inhérente à la nature telle qu'on la connaît, va engendrer le temps. C'est-à-dire que le temps va émerger en fait du quantique et l'apparition du temps va apparaître simplement par le fait qu'on ne peut pas connaître complètement un système quantique, on ne le connaîtra que partiellement, et c'est cette connaissance partielle qui fait émerger par la thermodynamique le passage du temps. Voilà le schéma, si vous voulez, de mon point de vue. Et à cela, on a ajouté dans le deuxième livre, qui est le spectre d'Atacama, un supplément. Et ce supplément, c'est que précisément dans ce qu'on appelle l'intrication quantique, ce que dit l'intrication quantique de notre point de vue, c'est que cet aléa du quantique n'est pas totalement indépendant lorsqu'on prend des points qui sont spatialement séparés, et qu'ils peuvent avoir, ces aléas, une racine commune qui vient de l'intrication quantique, et qui fait que l'analyse de cet aléa du quantique sera aussi subtile qu'Einstein a compris, si vous voulez, la relativité du temps, etc. C'est-à-dire que, en fait, cet aléa du quantique, il n'est pas du tout totalement aléatoire. Il est intriqué partout dans l'espace-temps, grâce justement à l'intrication quantique. Donc voilà le point de vue. J'espère l'avoir exprimé le plus clairement possible. Une des caractéristiques extrêmement étranges de la mécanique quantique, c'est que contrairement à ce qui se passe en physique classique, les propriétés des systèmes ou des objets, si on peut parler d'objets, qu'on analyse, ne peuvent plus être considérés comme définis. Du moins, il y a un très grand nombre de cas où ils ne sont pas définis parce que le formalisme mathématique de la mécanique quantique autorise ce qu'on appelle des superpositions, ce qui, bien évidemment, n'existe pas en physique classique. Et la conséquence de cela est qu'un système dans un état superposé peut avoir des propriétés comme la position ou la valeur de son spin qui ne sont pas déterminées, qui ne sont pas définies, mais qui sont dans un état indéterminé. Cet état-là permettant de faire une prédiction qui est totalement probabiliste, et c'est en ce sens que la notion d'aléa quantique essentiel intervient, et ça n'est que lors d'une mesure que l'on va pouvoir constater une valeur bien définie. Là où la mécanique quantique pose un problème étrange, du moins quand on l'aborde en début, quand on apprend la mécanique quantique, c'est qu'elle interdit rigoureusement de supposer qu'une mesure, c'est-à-dire lorsqu'un physicien fait une expérience et qu'il va regarder un résultat, elle interdit totalement de supposer que le résultat qu'on va observer était déjà là avant.
Quand on fait une mesure en mécanique classique, bon, physique habituelle, eh bien, on prend un mètre, on mesure une longueur et on ne fait que constater quelque chose qui est préexisté à la mesure. En physique quantique, on est obligé de considérer que la valeur que nous allons obtenir est en fait un résultat créé par la mesure. Et l'énorme difficulté qui a suscité beaucoup de travaux qui ne sont toujours pas achevés d'ailleurs et sur lesquels il n'existe aujourd'hui aucun consensus parmi les physiciens, c'est de savoir comment on doit caractériser, comment on doit définir ce qu'est une mesure. Le formalisme quantique initial ne permet pas de définir de manière rigoureuse ce qu'est une mesure. Et c'est von Neumann qui, en complétant le formalisme initialement développé par Heisenberg et ses collègues, qui a rajouté un postulat, qu'on appelle le postulat de réduction du paquet d'ondes, qui dit que lors d'une mesure, eh bien, la superposition va s'arrêter et on va tomber sur une valeur bien particulière. Mais la question c'est, comment va-t-on définir ce qu'est une mesure ? Et là, les possibilités de définition interne au formalisme ne permettent pas justement de définir rigoureusement ce qu'est une mesure. Et si on appelle mesure une simple interaction d'un système avec un appareil macroscopique, comme le proposait Bohr, on se rend compte qu'il y a une difficulté, tout simplement parce que l'appareil macroscopique lui-même est soumis à la mécanique quantique. Si on suppose bien sûr que la mécanique quantique est une théorie universelle qui s'applique à tout, ce qu'on préfère faire, et dans ce cas-là, eh bien, l'appareil de mesure et le système superposé vont, comme le disait tout à l'heure Alain, vont s'intriquer, et on est conduit à considérer donc que l'appareil de mesure lui-même va se retrouver dans un état superposé. Alors on peut franchir des étapes comme ça et arriver à inclure l'observateur lui-même dans la mesure, puisqu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un physicien qui intervienne. Mais si on considère toujours que la mécanique quantique est une théorie universelle, eh bien l'observateur lui-même s'intrique avec le reste et va se retrouver lui-même dans un état superposé. Il y a donc un problème, puisqu'à un moment donné, il faut bien faire une coupure, ce qu'on appelle d'ailleurs la coupure de von Neumann, qui dit « c'est fini, on a fait une mesure ». Alors sur un plan pratique, cela ne pose aucun problème. Les physiciens savent très bien dans leur laboratoire, quand ils mesurent quelque chose, qu'ils font une mesure. Mais sur le plan formel et sur le plan théorique, il y a une vraie difficulté, parce qu'on aimerait être capable de définir formellement ce qu'est une mesure, et on ne sait pas le faire. Ça a donné lieu à d'innombrables travaux, des milliers d'articles sont sortis sur ce sujet depuis maintenant pas loin de 100 ans, et il n'y a aujourd'hui pas véritablement de consensus pour donner ce qu'on appelle une interprétation de la mécanique quantique qui permette de résoudre ce problème. Il y a eu énormément de tentatives de nature diverses qu'on peut classer d'ailleurs en deux grosses catégories. La première catégorie, c'est les tentatives qui considèrent que la mécanique quantique ne suffit pas, le formalisme mathématique n'est pas suffisant, et qui vont donc développer des formalismes alternatifs, des formalismes complémentaires. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a le plus connu est la théorie de Bohm, il y a la théorie de Ghirardi, Rimini, Weber aussi, c'est les deux plus connus qui sont des formalismes alternatifs. Mais si on veut conserver le formalisme mathématique initial de la mécanique quantique, eh bien il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été proposées pour tenter de résoudre ce problème. Il se trouve que peu d'interprétations aujourd'hui sont réellement satisfaisantes, il n'y a aucun consensus, et que dans le cadre justement du temps qui passe, une question se pose, et on va tout à l'heure sans doute en parler des conséquences d'une des interprétations que j'ai proposées, qui s'appelle le solipsisme convivial, et qui consiste à considérer que contrairement à ce que intuitivement on a tendance tous à penser, et à ce que la physique a toujours pensé depuis des millénaires, mais évidemment depuis Newton, mais même avant, c'est que le passé n'est pas forcément toujours déterminé. On a évidemment intuitivement tendance à penser que tout ce qui s'est passé, que je le sache ou pas, est déterminé pour toujours et qu'on va s'appuyer sur ce passé qui est figé pour ensuite pouvoir, grâce aux équations d'évolution de la physique, prédire le futur. Eh bien, certaines interprétations, dont celle que je propose, remettent cela en cause et considèrent que, pour des raisons que je vais expliquer ensuite, considèrent que certains éléments du passé peuvent ne pas être déterminés et peuvent ne se déterminer en fait qu'à des moments ultérieurs, ce qui est évidemment extrêmement étrange et extrêmement choquant par rapport à l'intuition, mais qui est une conséquence directe d'une certaine interprétation du formalisme mathématique de la mécanique quantique. Il y a un article d'Einstein dans les années 30
qui dit exactement ça, hein, qui dit que le passé n'est pas... C'est un article en collaboration, je ne sais pas si c'est avec Podolsky, c'est pas l'article avec Podolsky-Rosen, mais c'est un autre article, et dans lequel il dit exactement ça. Il dit que qu'à cause du formalisme de la mécanique quantique, on peut considérer que le passé n'est pas fixe. Mais en fait, je pense qu'il faut retourner en arrière, et il faut se préoccuper de la chose suivante. Je pense que l'homme a besoin d'écrire une histoire. C'est-à-dire, si vous voulez, en fait, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a une page blanche qui est donnée par l'espace-temps d'Einstein. Bien sûr avec la relativité générale. Et on a un besoin absolument, je veux dire, fondamental, qui est celui d'écrire une histoire, d'écrire ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et on a un mal, je veux dire, terrible à imaginer, justement, que ce passé n'est pas fixe. Alors, il y a bien sûr cette expérience de pensée de Wheeler, dans lequel, si vous voulez, cette expérience dans laquelle il explique très bien que quand on décide au dernier moment, quand on fait une expérience avec des photons, etc., si on va regarder dans quelle fente il est passé dans l'expérience des deux fentes, ou si on va laisser faire les interférences, quand on décide ça au dernier moment, finalement, on le fait après que potentiellement il soit passé à travers les fentes. Et alors, Wheeler a un exemple qui est beaucoup plus frappant, puisqu'il transpose cet exemple en tant qu'expérience de pensée avec ce qui se produit lorsque un photon va, de manière gravitationnelle, si vous voulez, va interagir avec une galaxie ou un truc comme ça. Et donc, ça veut dire que des milliards d'années plus tard, on va décider ce qui s'est passé des milliards d'années plus tôt. Bon, ça c'est un premier écueil. Le deuxième écueil, c'est cet écueil de la réduction du paquet d'ondes, qui est une vaste blague, parce que, je veux dire, quand on parle de la réduction du paquet d'ondes et qu'on regarde ce qui se passe avec l'intrication quantique, eh bien, ce qui se passe dans l'intrication quantique, c'est que quand on va faire une expérience sur A, il y a ce que Einstein appelait le spooky action at a distance, qui va immédiatement agir sur B. Or, les points A et B sont, comme on dit, spatialement séparés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce qui s'est passé en A a eu un effet sur B, mais on peut aussi imaginer que si ce qui est passé, en fait, c'était B et ça a eu un effet sur A. Parce qu'on peut toujours trouver des repères dans lesquels A précède B ou B précède A. Donc il y a une contradiction complètement flagrante dans ces cas-là avec l'image mentale que nous voulons et qui est celle d'un processus qui se passe dans le temps. Il y a une contradiction avec ça. Alors, on a un besoin, l'homme a un besoin, parce que toutes les équations de la physique ont été écrites comme des évolutions dans le temps, justement, d'essayer de reconstituer un passé. Mais dans ces exemples-là, dans l'exemple de la réduction du paquet d'ondes, dans l'exemple de l'intrication quantique, dans l'exemple du passé qui bouge encore, eh bien, ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que justement, il est impossible d'écrire un passé en fonction du temps. Il y a une variabilité primitive qui est au-delà du passage du temps, qui est plus primitive que le passage du temps. Et ce qui va demander un effort que moi-même je suis incapable de faire, c'est d'essayer de repenser la variabilité, à la fois mathématiquement et physiquement, en ces termes-là. Essayer de comprendre pourquoi, par exemple avec les travaux de Serge Haroche sur justement l'environnement, etc., pourquoi dans la majorité des cas, on peut, à cause de la décohérence, écrire une histoire en fonction du temps, mais pourquoi fondamentalement ça n'est pas possible. Et pourquoi fondamentalement, je pense, si vous voulez, que justement les impossibilités que l'on rencontre lorsqu'on essaye de formuler la gravitation dans le domaine quantique, ces impossibilités, en fait, elles proviennent d'un problème philosophique qui est beaucoup plus prégnant, qui est beaucoup plus fondamental, et qui est justement ce problème du fait que, à cause de notre logique, de notre manière d'écrire qui est entièrement linéaire, de notre manière de penser qui est également entièrement linéaire,
nous n'avons pas la capacité mentale d'imaginer quelque chose qui est au-delà du linéaire, qui est au-delà de l'écoulement linéaire du temps. Et ça, bon, ben c'est un sacré problème. Mais il est clair que la plupart des moyens, on peut évidemment, je veux dire au niveau, on peut essayer d'éviter le problème, on peut essayer de le contourner, mais je pense que le problème, il est beaucoup plus fondamental, et que tant qu'on ne réfléchira pas, justement, sur la variabilité, sur le hasard, si vous voulez, sur la racine de cette variabilité, on n'arrivera pas à le résoudre. C'est ça mon avis. Le problème le plus fondamental, qui est lié à cet aspect non linéaire d'écoulement du temps et à cet aspect aléatoire, est à la fois le principe de réduction du paquet d'ondes, qui pose un vrai problème philosophique, mais encore plus ce principe de réduction du paquet d'ondes lorsqu'il s'applique à des systèmes intriqués, parce que Feynman, dans son fameux livre, avait présenté l'expérience des trous de Young à propos de la dualité onde-particule, en disant voilà, l'essentiel du mystère de la physique quantique réside là, et en ce sens, il s'était un peu trompé, parce qu'il y a un mystère encore plus grand qui est celui de l'intrication. Alors évidemment, les deux sont liés, mais l'intrication est le problème de fond de la mécanique quantique. Si on reprend l'idée ou l'image que donne le formalisme mathématique, on obtient des systèmes qui sont superposés, mais lorsqu'ils s'intriquent avec d'autres systèmes, eh bien ces autres systèmes deviennent eux-mêmes superposés de manière corrélée avec les premiers, et lorsqu'en plus ils sont spatialement séparés, il semblerait, si on interprète les choses de manière un peu naïve, qu'une action sur l'un des systèmes est une action instantanée sur l'autre système, un effet instantané sur l'autre système, mais lorsque ces systèmes, comme le disait Alain, sont spatialement séparés, au sens où aucun signal qui va à une vitesse inférieure à celle de la lumière ne peut les relier, eh bien, on ne peut plus dire, parce qu'il y a des référentiels qui permettent de dire que l'un est avant l'autre ou réciproquement, on ne peut plus dire que l'un est la cause de l'autre. Et donc, il y a un vrai problème de fond et il y a une contradiction fondamentale. Alors, pour résoudre cet ensemble de problèmes généraux qui sont liés à l'intrication, principe de réduction du paquet d'ondes, non-localité et qu'est-ce qu'une mesure, eh bien, moi je fais une proposition qui est évidemment très provocatrice parce qu'elle remet en cause tout un ensemble de concepts philosophiques ou de présupposés que nous avons, mais sur le plan de la cohérence logique, elle tient la route et quelquefois, avoir une hypothèse cohérente qui a des implications étranges mais qui ne présente aucune incohérence, permet de trouver des solutions à certains problèmes. La solution que je propose au problème de la mesure consiste en fait à considérer qu'une mesure est quelque chose de relatif. On va étendre la relativité. Et c'est une mesure qui est relative à un observateur donné. Donc, il va falloir maintenant considérer qu'une mesure n'est absolument pas simplement une interaction entre un système quantique et un appareil macroscopique, ou une interaction simple avec un système macroscopique quelconque, mais qu'une mesure va simplement être le fait pour un observateur donné de prendre connaissance d'un résultat, de percevoir un résultat. Et donc, je lie la mesure à la perception par un observateur donné d'un résultat, et cette mesure va donc devenir totalement relative à cet observateur. L'image qu'on peut avoir est la suivante. Nous avons un monde dans lequel tout est intriqué. L'ensemble des systèmes qui constituent ce monde est intriqué et dans un état superposé et va le rester. Mais à l'intérieur de ce monde, des observateurs vont pouvoir prendre conscience à un moment donné d'un résultat isolé de cette superposition. Et pourquoi ? On peut dire, mais pourquoi à ce moment-là un observateur va-t-il lui-même percevoir un seul résultat ? Eh bien tout simplement parce que nous avons un cerveau qui est ce qu'il est. Et là, c'est au-delà, évidemment, non seulement de mes compétences, mais je pense des compétences même de la neurobiologie d'aujourd'hui, d'expliquer cela. Mais nous ne sommes capables de percevoir que certaines choses, ça on le sait. On ne perçoit pas toutes les couleurs, on ne perçoit pas toutes les longueurs d'onde, il y a plein de choses que nous ne percevons pas. Eh bien, de manière identique, nous ne sommes pas équipés, du point de vue mental, pour percevoir des états superposés. Et il se trouve que nous ne pouvons percevoir que certaines parties de ces états, qui sont justement ces propriétés définies qui font le monde que nous percevons et qui, pour nous, est le monde normal.
Donc lorsqu'un observateur va observer un état intriqué superposé, eh bien son cerveau va de manière totalement aléatoire sélectionner une de ces parties-là, et c'est cette partie-là qui va être en fait le résultat qu'il va avoir et qui va constituer le monde pour lui tel qu'il le perçoit. Je veux intervenir parce que, je veux dire, il y a une conférence qui est sur Internet et qui dément totalement ce point de vue, malheureusement. C'est une conférence de Sidney Coleman qui a eu lieu dans les années 80 et qui s'appelle Quantum Mechanics in Your Face. Et dans cette conférence, Sidney Coleman prend cette position-là et il la taille en pièces. En gros, ce qu'il dit. Donc, il commence sa conférence par expliquer exactement pourquoi cette interprétation, qui était une interprétation en particulier de Wigner et von Neumann, pourquoi cette interprétation ne tient pas la route. Et il explique très très bien. Je veux dire, je ne vais pas reprendre sa conférence, mais en gros, enfin, il dit qu'à un moment donné, le résultat de l'expérience a été écrit sur un billet, et puis après, donc, ça, malheureusement, ça ne tient absolument pas la route. Et dans la conférence de Sidney Coleman, il y a un exemple d'intrication qui est un exemple qui est dû à Mermin, qui est vraiment époustouflant et dans lequel cette explication, ce point de vue ne marche absolument pas. Alors, ce que donne cette intrication, cette fois, c'est une intrication non pas entre deux objets, mais entre trois objets. Et ce qu'une interprétation comme celle-là permettrait de déduire, et ça, Coleman l'explique magnifiquement, c'est qu'en faisant la liste des résultats, interprété par un cerveau, on obtiendrait une règle qui consisterait à dire que quand on fait le produit de 3 des résultats dans chacun des trucs, on obtient la valeur 1. Alors que la mécanique quantique et l'intrication des 3 systèmes de spin par le calcul prévoit que le produit des 3 va toujours valoir -1. Donc ce que dit Coleman, c'est la chose suivante, c'est que si on le réveillait à 3 heures du matin au milieu de la nuit en lui demandant dans quel sens vont les inégalités de Bell, on lui mettait un revolver sur la tête, en lui demandant dans quel sens vont les inégalités de Bell, il serait incapable de répondre. Mais que par contre, dans cette expérience de Mermin, où dans un cas on trouve 1, et dans l'autre cas, on trouve -1, ben là, je veux dire, on s'en souvient toujours, on s'en souvient toute sa vie. Donc, malheureusement, je veux dire, ce point de vue-là, qui est un point de vue qui a été essayé, ça a été tenté vraiment très très fort, ce point de vue-là, bien sûr, de dire que c'est l'observateur qui interagit, etc. Mais ça ne tient pas. Et ça a été merveilleusement démontré par Coleman, je veux dire. Il faut écouter sa conférence. Je vais répondre évidemment à cette objection. D'abord, un petit point historique. Il est vrai que la première tentative, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, la première tentative pour essayer de faire jouer un rôle à l'observateur a été faite par von Neumann lui-même, avec Wigner, London et Boer, et ce sont des gens qui, dans les années, c'était tout début de la mécanique quantique, ont proposé, de manière d'ailleurs assez audacieuse à l'époque, que ce soit en fait la conscience de l'observateur qui réduise le paquet d'ondes. En fait, c'était ça leur idée. Bon. Cette interprétation-là ne tient pas. Elle a été abandonnée depuis longtemps, plus personne ne la soutient, pour plein de raisons. La première étant que c'est une interprétation dualiste, en supposant que la conscience est indépendante de la matière et qu'elle a une action sur la matière. Ce dualisme-là, qui a été en vogue des siècles auparavant, a été abandonné aujourd'hui, plus personne ne le soutient. Ne serait-ce que parce qu'indépendamment du fait qu'on pourrait parfaitement admettre qu'il y ait deux sortes d'entités qui sont d'un côté la matière, de l'autre côté la conscience, pourquoi pas après tout. Là où on a un gros problème, c'est quand on cherche à expliquer pourquoi la conscience va avoir un rôle ou une action physique sur la matière. C'est là que ça bloque. Donc ça a été abandonné. Et depuis cette époque-là, l'idée de dire que c'est la conscience qui agit sur la matière physiquement, plus personne ne la soutient, et c'est absolument pas ce que j'ai dit. Absolument pas. Absolument pas. Alors, je vais expliquer, parce que ça peut être confondu, et souvent j'ai effectivement un certain nombre d'objections qui me sont faites dans ce sens-là, ce qui n'est pas du tout ce que je dis. La deuxième chose, c'est que Coleman, en 80, a fait effectivement cette analyse-là, pour objecter ça, et depuis, ça fait 40 ans, depuis, il y a eu d'innombrables travaux avec ce qu'on appelle des no-go théorèmes.
Alors les no-go-théorèmes, c'est quoi? Ce sont des papiers qui sortent régulièrement, et c'est très à la mode en ce moment, et c'est très intéressant, parce que ça fait progresser la réflexion là-dessus, qui sont des tentatives de prouver mathématiquement, il n'y a pas de philosophie dedans, ou très peu, mais de prouver mathématiquement que le formalisme de la mécanique quantique empêche de penser ceci ou cela, en prenant des hypothèses. Alors il y en a plein. Moi j'ai parlé d'un seul, c'est cet exemple de Mermin, de l'intrication entre trois objets. Oui, absolument. Et ça c'est, je veux dire, personne ne peut nier le résultat. Le résultat est contraire à la logique ordinaire d'une interprétation ordinaire. C'est un résultat qui va contre la logique ordinaire sous réserve d'adopter un certain nombre d'hypothèses. Non, c'est le formalisme du quantique. Le formalisme du quantique peut être interprété d'une certaine manière quant à la réalité qu'il représente. Non, mais il faut que... question est là. Non, mais d'accord, il faut que je rappelle quand même comment fait Coleman. Coleman commence par exposer justement le formalisme de la mécanique quantique. Et au bout d'un quart d'heure, après avoir exposé le formalisme classique que tout le monde utilise dans les expériences, il dit la phrase suivante, il dit « If anybody has a question at this point of my talk, please leave the room. » Donc, l'expérience de Mermin n'utilise que le formalisme tout à fait accepté. Elle n'utilise aucune hypothèse supplémentaire. Elle utilise un système avec 3 spins. Et je veux dire, elle utilise les matrices de Pauli. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais de contradictoire avec l'intuition qu'on pourrait avoir justement d'un monde réel dans lequel on fait des observations de quelque chose qui existait avant. Donc ça, je veux dire, c'est imparable. Alors, c'est parable. C'est parable parce que la démonstration de Coleman, comme beaucoup d'autres après, s'appuie sur une hypothèse implicite qui est fondamentale et qui, si on la remet en cause, détruit la contre-preuve, qui est l'hypothèse selon laquelle les résultats de mesure qu'on va obtenir sont partagés de manière identique par tous les observateurs. Ben oui, mais le résultat, il est écrit. Le résultat, ce que s'explique Coleman, c'est que justement, dans son expérience, alors il y a le vieux professeur qui doute, etc. Et alors pour lui faire comprendre, c'est la machine fait l'expérience et elle écrit le résultat sur une feuille de papier. Donc le résultat, il est commun à toute la salle. Il peut être montré à toute la salle. Voilà, c'est exactement là le point. Ouais. C'est là le point, et c'est là où la difficulté à faire le pas supplémentaire de remise en cause de cette notion évidente que tout le monde accepte a priori, c'est écrit, donc c'est là pour tout le monde. Ça, c'est faux. Non, ça tient pas. Voilà justement le point. Non, mais je suis désolé, mais alors là, vraiment, je ne peux pas. Voilà le point délicat. Non. La barrière à franchir, elle est difficile à franchir parce que sur le plan intuitif, elle est contre-intuitive. Je crois que c'est la notion la plus contre-intuitive qu'on puisse imaginer. Elle n'est pas du tout contradictoire avec la mécanique quantique, hein. Mais elle est avec le formalisme. Mais elle est totalement contre-intuitive et elle demande un effort philosophique d'abandon de ces intuitions énormes. L'idée est la suivante. Je pousse le formalisme mathématique jusqu'au bout. Le formalisme de la mécanique quantique dit très clairement, et c'est d'ailleurs le problème de la mesure, que l'intrication n'a pas de raison de s'arrêter au niveau macroscopique. D'ailleurs, on ne sait pas ce que ça veut dire macroscopique. Non, alors là, je vous arrête tout de suite, parce que les travaux d'Haroche, etc. C'est la décohérence. Non, c'est la décohérence, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette décohérence, elle se produit en 10 puissance moins 30 secondes. Donc c'est quelque chose qui est... Je veux dire, qui s'en va tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement le système qu'on observe et l'observateur, mais il y a justement tout ce qui est autour. Et les analyses qui ont été faites par des mathématiciens, mais aussi par des physiciens, c'est que justement, dans Tyrellson, etc., je veux dire, et ce qui est absolument crucial, c'est qu'il n'y a pas justement comme Feynman le décrivait, ce qu'on observe et l'observateur, non. Et la décohérence, c'est ce qui se passe par rapport au système ambiant. Et elle se produit à une telle vitesse, et ça a été prouvé. L'idée de dire que la feuille de papier est dans un état superposé, je m'excuse, mais c'est quelque chose de ridicule. L'interprétation de la décohérence comme étant une explication réaliste des choses. Non, j'ai pas dit ça. J'ai absolument jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que la décohérence expliquait la réduction du paquet d'ondes. Loin de moi cette idée. Non, absolument pas. La décohérence ne résout pas le problème de la réduction du paquet d'ondes. Par contre, la décohérence empêche de dire que ce qui est écrit sur la feuille de papier est un état superposé. Ça, je suis désolé. Je veux dire. Alors, c'est du bon sens. On va rentrer un peu plus dans le détail technique, en étant obligé parce que c'est un point justement central. Oui. Si on parle de la décohérence. La décohérence intervient
Et évidemment, les expériences de Haroche les ont montré très, très clairement. Quand on fait les calculs et qu'on fait une observation, comme ça a été fait dans les laboratoires, et comme Haroche l'a très clairement montré, intervient avec des délais et des durées extrêmement courtes. Nous sommes bien sûr d'accord avec ça, personne ne le nie. La question de fond, parce que là on n'est pas sur une question de dire ce qu'on observe, personne ne conteste ce qu'on observe, ça serait ridicule. Oui, mais vous disiez que ce qui est écrit sur la feuille de papier est en état intriqué. Oui. Je reviens sur la distinction entre ce qu'on observe et la manière dont il faut interpréter les choses. Et c'est justement toute la subtilité. Il est évident que si on ne veut parler que du monde que nous observons et qu'on veut décrire tel que nous l'observons, nous allons tous être d'accord sur le fait que tout ce que nous allons pouvoir dire va être intuitif parce que nous vivons dans un monde que nous connaissons. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Parce que si je disais ça, je dirais pas que le passé bouge encore. C'est pas vrai. Non, j'ai jamais dit ça. Je vais terminer sur la décohérence elle-même. Oui. Les travaux théoriques et d'interprétation du phénomène de décohérence aboutissent tous à la conclusion suivante. D'abord, et bien sûr, merci de le dire, la décohérence, contrairement à ce qu'avait dit Zurek au début, Zurek est un des initiateurs du mécanisme de décohérence, et dans ses premiers articles, Zurek avait prétendu que la décohérence permettait de résoudre le problème de la mesure. Non, ça c'est pas vrai. Dans ses premiers articles, c'était ambigu, il y a eu des débats. Moi, je travaillais à cette époque-là avec Bernard Despagna, qui a été un des acteurs majeurs pour contrer cela, et je me rappelle très bien à l'époque où Zurek a sorti... c'est un point historique. Mais au-delà de cela, la décohérence est un mécanisme qui est en fait un mécanisme au départ mathématique au sens suivant. Pourquoi fait-on la décohérence ? Comment marche la décohérence ? On parle de l'environnement, et ça c'est la présentation imagée de la chose. Mais mathématiquement parlant, cela signifie quoi ? Lorsque un système interagit avec un appareil de mesure, il va s'intriquer. Un système d'un état superposé interagit avec l'appareil de mesure, il va s'intriquer avec lui. Et donc ça va être superposé. Oui, mais il est aussi intriqué avec l'environnement. J'y viens. D'accord. La grande avancée qui a d'ailleurs été proposée avant Zurek par Zé, je crois que c'est dans les années 70, ça remontait assez loin, a été de dire, attendez, vous êtes gentils, mais les systèmes isolés, ça n'existe pas. Les systèmes isolés sont placés tous dans un environnement qui a un nombre de degrés de liberté faramineux. Absolument. Et puisque on veut parler d'intrication, allons jusqu'au bout. Voilà, et tout ça s'intrique, y compris avec l'environnement. Tout à fait. Et donc on aboutit à, bien de dire ça. D'accord. Un système, son appareil de mesure, l'observateur lui-même si on veut, et l'environnement, et tout ça c'est intriqué. Bon. Maintenant, que se passe-t-il ? Le formalisme de la mécanique quantique a une règle qui prescrit l'outil mathématique que l'on peut utiliser lorsqu'on veut faire des prédictions d'un énorme système comme celui constitué par le système, l'appareil de mesure et l'environnement, et qu'on sait à l'avance qu'on ne va pas mesurer tous les degrés de liberté. Et forcément, parce qu'on n'a pas les moyens physiques de mesurer tous les degrés de liberté de l'environnement, il y a un nombre astronomique. À partir de là, il y a une règle qui s'appelle la prise de traces partielles, en termes techniques, qui consiste à dire que lorsque vous avez un système, un grand système, qui est composé de plusieurs systèmes, si vous vous contentez de mesurer, de faire des mesures des propriétés physiques d'une partie simplement de ce système, eh bien l'outil mathématique que vous allez pouvoir utiliser n'est plus la fonction d'onde globale de la totalité, mais celle qu'on obtient en faisant une opération mathématique qu'on appelle la trace partielle. Grosso modo, ça revient à dire « je vais oublier tout ce qui ne m'intéressera pas ». Oui, mais alors ce qui est important de dire dans cette discussion-là, effectivement, c'est que cette opération de trace partielle va transformer un état pur qui correspond à un vecteur dans l'espace de Hilbert en un état statistique. C'est-à-dire, elle va transformer ce qu'en mécanique quantique ordinaire, on appelle un état, mais là c'est un état pur, c'est-à-dire c'est un vecteur dans l'espace de Hilbert, c'est la fonction d'onde, etc. Ça va en fait, cette opération de trace partielle, le transformer en un état statistique. Alors, c'est important que je rebondisse sur ce point-là. Je peux juste faire une remarque. Ce point-là, justement, est celui qui est sujet à contestation, ça n'est pas un état statistique, et c'est une erreur d'interprétation qui est commise par énormément de gens, y compris des physiciens, mais on en a parlé, il y a eu des énormes débats là-dessus. Non, mais je veux dire, c'est un fait mathématique et trivial. Non, je veux dire, voir ça n'est pas un état statistique, c'est une matrice qu'on obtient, qui est une matrice diagonale, bien sûr, mais qui ne peut pas s'interpréter physiquement comme un état statistique, pour la bonne raison qu'aucun système isolé n'a une matrice diagonale. Peu importe, mais c'est pas un état pur. C'est pas un état pur. Non, on est d'accord. Mais du coup, ce n'est plus un état physique.
C'est un outil mathématique. Oui, mais ça, c'est une question d'appellation. D'accord, c'est un outil mathématique. Mais ça ne représente pas l'état physique du système. D'accord. Mais c'est un point essentiel. Non, parce que je veux dire, pour moi, le point essentiel, c'est que c'est plus un état pur. Alors ça, mathématiquement, on appelle ça comme on voudra, mais ce n'est plus un état pur, c'est un état statistique en mathématiques, interprété en mathématiques. Alors la raison pour laquelle je veux rebondir là-dessus, c'est que les travaux de Tomita et Takesaki et ce que j'ai fait dans ma thèse, ces travaux montrent qu'à partir d'un état statistique, on obtient une évolution dans le temps. C'est-à-dire que le temps n'apparaît que à partir justement d'un état statistique et de la connaissance partielle d'un système qui en découle. Et ça, c'est un fait absolument fondamental. C'est-à-dire qu'avant, quand on parlait d'un état pur et de l'espace de Hilbert, il n'y avait pas de temps. Mais tout d'un coup, par l'opération de trace partielle, le temps apparaît. Donc ça, pour moi, c'est vraiment là que les choses se produisent. Et donc, en fait, mon interprétation, ma propre interprétation, c'est que justement, le temps n'apparaît qu'il ne fait qu'émerger au bout d'un moment, et il n'est pas là au début. Et au début se situe la vraie variabilité. Et le temps n'apparaît que par notre connaissance partielle, que vous avez très bien expliqué, et qui est le fait qu'on ne peut pas tout savoir, bien sûr, sur le système. Et que donc, parce que l'environnement est quelque chose de phénoménalement compliqué, avec un nombre de degrés de liberté qu'on peut considérer comme infini. Et c'est à partir de là que le temps apparaît, et il apparaît de manière thermodynamique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette équation qui fait apparaître le temps, c'est quelque chose qu'on peut très bien expliquer de manière... Alors que l'équation peut apparaître compliquée mathématiquement, en fait, elle est incroyablement simple à comprendre, à condition qu'on admette que les nombres imaginaires existent, et que quand on rend le temps imaginaire, eh bien, il devient l'inverse de la température absolue. Ça, c'est une merveille, et c'est cette merveille qui est à l'origine de l'équation qui fait apparaître le temps. Alors, que dit cette merveille? Elle dit que quand on rend le temps imaginaire, donc on fait un prolongement analytique, comme on dit, eh bien on va obtenir... Alors quand je dis l'inverse de la température absolue, il y a une constante qui apparaît, qui est la constante de Boltzmann. C'est-à-dire, en fait, on obtient 1 sur kT. K, c'est la constante de Boltzmann, et T, c'est la température absolue. Laquelle température absolue a la possibilité de varier de 0 à l'infini. Elle n'est pas en degrés, elle est donnée de manière absolue. Alors, à partir du moment où on connaît cet étrange phénomène, qui est que le temps imaginaire devient l'inverse de la température absolue, on comprend que le temps puisse émerger de la thermodynamique. Puisque la température, c'est exactement la thermodynamique. Donc en fait, mon interprétation, c'est la suivante, c'est que, quand on sera capable justement de se débarrasser de cette manie, de ce besoin logique absolument fondamental que l'on a, qui est d'écrire l'histoire, de la réécrire 100 fois, d'écrire le passé, de l'écrire comme ça, eh bien, on aura une chance d'y voir clair dans ces choses-là, qui, comme vous l'avez tout à fait bien expliqué, la décohérence ne résout pas le problème de la réduction du paquet d'ondes. Absolument pas. C'est pas une solution du problème. C'est quelque chose qui permet d'éliminer certaines solutions. J'ai peur que ça élimine le solipsisme, j'en sais rien. Mais je veux dire, pourquoi ces choses-là permettent d'éliminer certaines solutions? Parce que ça empêche de dire, par exemple, comme l'explique très bien Coleman, ça empêche de dire que c'est la conscience qui agit. Pourquoi? Parce que, justement, le résultat, il ne sera plus en situation quantique. Le résultat, il sera écrit sur une feuille de papier, et cette feuille de papier, elle ne sera plus dans un état de superposition. Elle sera vraiment dans un état qui est tellement soumis à l'environnement extérieur que sa possibilité de superposition quantique se sera évanouie en 10 puissance moins 30 secondes. Donc, je veux dire, ce que permet donc cela, la décohérence, c'est justement de filtrer les solutions possibles des solutions qui ne sont pas possibles et qui ne résolvent pas le problème. Et ma peur, c'est que pour résoudre ce problème, il faut aller beaucoup plus loin dans la remise en cause de notre manière de penser, et il faut remettre en cause justement notre besoin d'écrire l'histoire, notre besoin d'écrire les choses sur une feuille de papier, d'écrire l'histoire, d'avoir une image, ne serait-ce que de l'espace-temps dans le passé, etc. C'est ça mon point de vue. Bon.
Alors, mon point de vue n'est pas du tout incompatible avec celui-là, mais je voudrais rebondir ou revenir plutôt sur ce qui vient d'être dit, parce que je ne veux pas rentrer dans des détails techniques sur la décohérence qui ne vont pas intéresser la plupart des gens qui regarderont ce... Mais non, c'est une très très belle théorie. Mais elle n'a pas les conséquences que vous évoquez, catastrophiques par rapport au point de vue que je développe. Je vais expliquer pourquoi. Je vais tenter d'être le plus concis possible pour expliquer pourquoi. La décohérence aboutit au fait qu'après avoir pris la trace partielle de cette fonction d'onde intriquée, on aboutit à un nouvel outil mathématique qu'on va pouvoir utiliser pour faire des prédictions. Mais comme vous l'admettez, la réduction du paquet d'onde n'est pas faite, et on aboutit en fait, techniquement parlant, à une matrice diagonale qui contient dans sa diagonale les différentes possibilités qu'on peut observer lors de la mesure. Bon. Il y a deux choses à très bien comprendre et qui ont été souvent confondues dans l'analyse de la décohérence. C'est que cette matrice diagonale n'est plus représentative d'un réel état physique. C'est un artifice mathématique qui permet de faire des prédictions lors d'une observation. On ne peut plus considérer, si tant est que dans certaines positions réalistes on le considère, que ça représente l'état réel du système. Une matrice diagonale pour un système individuel n'a aucun sens physique. Non, mais ça c'est vrai, ça c'est tout à fait. Par conséquent, c'est un outil mathématique, c'est un artifice de calcul qui marche, mais ça n'est qu'un artifice de calcul qui doit bien être déconnecté d'une interprétation physique qu'on peut lui donner. À partir de là, l'idée consistant à dire, comme ça a été fait de très nombreuses fois, y compris par des physiciens de renom, qui consiste à penser que parce que cette matrice est diagonale, elle représente, comme vous l'avez dit, un état statistique au sens physique du terme, c'est faux. C'est un terme mathématique, on appelle. Mais en fait, parce qu'en mécanique quantique, il y a ce qu'on appelle des états statistiques qui représentent des mélanges statistiques. Oui, bien sûr, non, mais c'est pas... Mais ça n'est pas du tout le cas. Bon. Ça a été confondu souvent. Et cette confusion a créé une conclusion fausse, consistant à dire, puisque ça s'est transformé en un état statistique, le problème est résolu. Non, ça c'est faux. Et Bell a très bien je veux dire, c'est d'autant plus faux que si c'était le cas, je veux dire, on aurait un mélange comme résultat. Or, on a un résultat précis. Absolument. Et c'est ça que ça n'explique absolument pas. Il y a la fameuse remarque de Bell là-dessus. Il a dit, il reste un problème du et du ou. Oui, bien sûr. Et lorsqu'on a cette matrice diagonale, on n'a pas résolu le problème. Absolument pas. C'est un outil mathématique qui permet de faire des prédictions. Et ce que je dis, moi, c'est simplement que l'aléa du quantique, il apparaît ici. Il apparaît exactement. Nous sommes complètement d'accord avec ça. D'accord. Alors maintenant, là où je vais rebondir, pour montrer que ça n'est pas du tout incompatible avec ce que je dis, c'est que à partir de ce moment-là, on a maintenant un outil donné par la décohérence, par cet artifice mathématique de trace partielle, qui va permettre de prédire le résultat qu'on va observer si on oublie les degrés de liberté de l'environnement. Mais on n'a toujours pas dit ce qu'est une mesure. Non, là, je ne suis pas d'accord. On n'a toujours pas dit ce qu'est une mesure, et on n'a toujours pas explicité le moment où la mesure se fait. On ne peut pas. Y compris Zé, et dans ses papiers, pas tout à fait récents parce que maintenant il est âgé, mais dans ses papiers les plus récents, a explicité, et notamment il y a un très beau livre là-dessus qui fait un panorama complet des théories de la décohérence et des analyses expérimentales, qui aboutit à une conclusion très claire, et qui est maintenant, je crois, consensuelle. C'est le fait que la décohérence explique l'apparence pour l'observateur de la réalité, mais n'explique absolument pas la raison pour laquelle la réalité est classique. La décohérence ne rend pas la réalité classique. La décohérence explique pourquoi les observateurs vont voir ou vont percevoir une réalité qui a des propriétés définies. Mais la réalité sous-jacente, si on suppose qu'il en existe une, ce que certains mettent en cause, mais enfin on va supposer qu'elle existe, reste superposée. À partir de là, la notion même de mesure reste une question posée. Qu'est-ce qu'une mesure ? Et c'est là qu'intervient l'observateur, non pas, soyons très clairs, dans l'attitude qu'avaient prise von Neumann, Wigner, etc., en disant c'est la conscience qui va réduire physiquement la fonction d'onde. Personne ne prétend cela. Dans la notion suivante, et c'est là qu'il y a un pas psychologique à franchir, dans la notion qui consiste à dire que ce que nous percevons en tant qu'observateurs de la réalité nous est propre. Il n'est pas question d'avoir une action sur la réalité. Mais je veux dire, si le résultat... C'est une manière de la percevoir. Oui, mais si le résultat est écrit sur une feuille de papier, que ce soit vous est propre, ça sera propre à tous les gens de la salle. Si on se place sur le formalisme quantique poussé jusqu'au bout, tant qu'il n'y a pas de mesure, et tant que la décohérence n'intervient pas, or la décohérence fait nécessairement appel à un observateur, parce que s'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de raison de faire de trace partielle.
Dans le monde tel qu'il est sans observateur, tout reste superposé, tout reste intriqué. La décohérence, c'est tout simplement l'idée selon laquelle lorsqu'on va faire certaines mesures, donc certains observateurs, mais ça c'est consensuel. Non mais là je suis philosophiquement totalement opposé. Et ça je crois que maintenant tout le monde l'admet. Hein. La décohérence est un processus qui intervient pour donner un artifice mathématique qui dit que si on va faire une observation, et que cette observation est limitée à certains degrés de liberté, eh bien ce qu'on va observer est limité à la trace partielle, enfin, est donné par la trace partielle. Mais s'il n'y a pas d'observation, eh bien il n'y a pas de raison de faire de décohérence. La décohérence, elle n'intervient pas toute seule. Dans l'espace-temps, indépendamment de tout observateur, il n'y a pas de décohérence. Ça, je suis totalement en désaccord avec ça. Alors c'est justement là le point central. Ouais, bien sûr, la décohérence est forcément liée au fait qu'on prend une trace partielle, parce qu'il n'y a pas de trace partielle, il n'y a pas de décohérence. Et s'il n'y a pas et si on fait une trace partielle, c'est parce qu'on s'abstient de mesurer certains degrés de liberté. Non, mais je veux dire, ce que vous dites revient à dire que si on n'est pas là pour observer de quel côté l'électron ou le photon va arriver sur la cible, il n'y a pas de décohérence. Nous sommes absolument d'accord. Bon. Alors pourquoi ? Parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en l'absence d'observation, tout va rester intriqué. Tout reste intriqué. Mais non, parce que le résultat va être écrit sur une feuille de papier. Mais la feuille de papier est elle-même intriquée. Oh, mais non, c'est pas vrai, puisqu'elle la feuille de papier, elle est dans l'environnement global et c'est écrit une fois pour toutes. Elle est complètement en décohérence. Non, pour dire que ça décohère, il faut dire qu'à un moment donné, on va faire des mesures qui vont être limitées à certains degrés de liberté. S'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de décohérence. Non. C'est l'interprétation que voulait donner au départ Jurek qui a été totalement remise en cause et qui est maintenant refusée. Mais il y a deux choses différentes. Moi, je n'ai jamais dit, et je ne pense pas que la décohérence explique la réduction du paquet d'ondes. Il n'en est pas question. Mais vous dites que c'est écrit sur la feuille de papier. Mais par contre, quand on dit c'est écrit sur la feuille de papier, ça veut bien dire qu'il y a une réduction du paquet d'ondes. Absolument pas. Ce que je dis, c'est la chose suivante, c'est qu'on peut mettre au point une expérience, et d'ailleurs Coleman l'explique, cette expérience, dans laquelle les trois systèmes de spin qui sont intriqués vont donner des résultats et on va mettre ces résultats sur une feuille de papier. C'est là qu'est le problème. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Donc on va avoir après une longue liste de résultats qui sont sur une feuille de papier et que toute la salle va partager. Et les consciences de X ou de Y, en fait, Coleman fait même des plaisanteries parce qu'il explique que c'est pas encore arrivé, etc. Bon, il est infiniment clair là-dessus. Et quand on va lire cette feuille de papier, on va s'apercevoir qu'au lieu que le produit des 3 sur chaque ligne soit égal à 1, il est égal à -1. Donc je veux dire, il n'y a pas du tout de possibilité de tricher avec ça. Et c'est pas parce que les gens sont là ou sont pas là, ou regardent ou pas regardent, ont une conscience ou quoi que ce soit, ou sont des observateurs ou pas, que ça intervient. Non. Et dans l'univers, ça se produit constamment, bien entendu, alors qu'on n'est pas en train de l'observer, bien entendu. Il y a cet aléa du quantique qui est là, qui est présent partout. Je veux dire, et qui justement est cette espèce de tic-tac de l'horloge divine. Moi, c'est ça que je dis. Et je veux dire, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est là parce qu'on l'observe, absolument pas. C'est comme de dire que la Lune est là quand on l'observe. Je voudrais vous poser une question. Oui. Quand vous parlez du tic-tac de l'horloge divine qui est là, est-ce que vous sous-entendez, en disant cela, que à tout moment, il y a cette horloge divine qui va faire des choix aléatoires et que ces choix sont faits? Je ne dis pas qu'ils sont faits, mais ils arrivent, bien sûr. Donc, à tout moment, et indépendamment de toute observation, ce que vous supposez, ce que vous impliquez en disant cela... Oui, mais à tout moment, vous faites déjà référence au temps. Donc, je reprends vos mots. Le départ... Non, mais je reprends vos mots pour essayer de comprendre. C'est là l'erreur qu'il faut je reprends vos mots. Le tic-tac de l'horloge divine aboutit au fait que les résultats ou les possibilités diverses qui existent s'actualisent toutes seules. Est-ce que c'est ça que vous en sous-entendez? Non, ce que j'entends, c'est la chose suivante. Mais alors, si on se réfère au temps, comme vous le faites, mais qu'il y ait un temps... Non, mais à la limite, je veux bien oublier, parce que ce que je voulais dire sur le temps, c'était en fait... on n'en a pas parlé encore, et c'est un peu différent. Ce que je dis, je vais essayer de le formuler en utilisant la notion d'entropie. Ce que je dis, c'est la chose suivante. Je veux dire, quand on veut mesurer quelle est la liberté d'un aléa, on utilise la notion d'information de Shannon. C'est-à-dire, par exemple, si on doit choisir entre deux
l'entropie et si on choisit entre 3, en 4, etc., l'entropie va croître, hein, parce qu'on a plus de possibilités. Alors, ce que je dis justement, c'est que le passage du temps, si on s'y réfère, eh bien, le quantique génère une entropie considérable qu'il faudrait en fait calculer. J'en avais posé la question à Polyakov. Et donc, si vous voulez, le quantique, justement, a un aléa extraordinaire qui se produit tout le temps, à condition qu'on parle du temps comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma question, c'est... Voilà, je reviens sur ma question parce que là, vous venez de reprononcer le mot. Oui. Qu'est-ce que signifie, quel est le sens précis de la phrase « se produit tout le temps » ? Ben voilà, se produit, ça veut dire... Ce que je dis exactement, c'est qu'on se trompe en essayant d'écrire cette production en fonction du temps. Et que c'est là notre erreur, qui est une erreur fondamentale, dont il est infiniment difficile de se débarrasser. Mais je suis totalement d'accord avec ça. D'accord. Mais alors, oui, mais alors il faut aller plus loin. Oui. Ce que je dis, en gros, mais seulement ce que j'ai comme outil, et qui est nouveau, en ce sens-là, c'est que justement, il y a un outil mathématique qui permet de produire le temps, qui permet de générer, de faire émerger le temps à partir de la non-commutativité, c'est-à-dire à partir de cet aléa. Donc, ce que je sous-entends, moi, simplement, c'est qu'il y a une variabilité qui est beaucoup plus fondamentale que le passage du temps, beaucoup plus fondamentale que ce que mon prof voulait me faire dire, c'est-à-dire le passage du temps. Et c'est cette variabilité-là qu'il faut qu'on comprenne, mais chaque fois qu'on essaiera de l'écrire en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on essaiera d'écrire que l'intrication quantique, il y a A qui est avant B ou B est avant A, on se plantera. Et tant qu'on n'aura pas fait l'effort philosophique, qui est fondamental, qui est très 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 difficile, et qui n'a rien à voir avec la conscience ou de quoi que ce soit, tant qu'on n'aura pas fait au niveau mathématique l'effort qui consiste à comprendre comment justement cet aléa précède l'émergence du temps, on n'arrivera à rien. Et on sera toujours dans ces contradictions, on sera toujours dans le fait que la décohérence, effectivement, n'explique pas la réduction du paquet d'ondes, et que cette introduction de la réduction du paquet d'ondes dans le formalisme mathématique est quelque chose d'abominable. Pourquoi? Parce que justement, c'est quelque chose qui montre bien que rien n'évolue en fonction du temps, et puisqu'on est obligé de mettre ça de temps en temps, on est obligé de mettre la réduction du paquet d'ondes. Donc, moi je pose la question, je ne prétends pas avoir une solution, mais ce que je dis, c'est que justement, la décohérence permet d'éliminer certaines solutions potentielles, et que le problème est infiniment difficile. Et je veux dire, il y a eu des expériences qui ont été faites par Alain Aspect où il montre que, par exemple, le spooky action at a distance va 10 000 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est indéniable. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... il y a, je veux dire, Zellinger qui a fait des expériences justement d'intrication quantique à une distance de 150 km. Donc, et justement, Zellinger, moi ça m'avait frappé quand il avait fait un exposé à l'Académie, il avait expliqué qu'il cherchait, pour faire ses expériences, des régions du ciel qui étaient manifestement non intriquées, parce que si elles avaient été intriquées... donc en fait, ça veut dire que les physiciens, même expérimentalement, ils commencent à sentir qu'il y a dans l'aléa du quantique une cohérence plus grande que celle qu'on croirait, et qu'il faut s'en débarrasser ou qu'il faut la comprendre, etc. Donc je pense, si vous voulez, que la réflexion qu'il y a à faire, elle est infiniment difficile, parce que notre logique, notre manière de penser est tellement tributaire de notre manière d'écrire qui est linéaire, tellement tributaire de notre idée sur le temps qui est également linéaire, etc., que c'est très très difficile. Je ne sais pas comment faire. Mais je reviens sur ma question parce que c'est le point essentiel. Oui. Est-ce que vous pensez qu'indépendamment de toute personne, de toute observation, au sens humain du terme, les propriétés qui sont superposées à certains moments, grâce à la décohérence, vont à un moment donné se déterminer d'elles-mêmes? Est-ce que vous supposez cela? Bien sûr, bien entendu. Donc, les propriétés des objets macroscopiques deviennent réellement définies grâce à la décohérence, indépendamment de toute observation. C'est ça que vous pensez? Oui, mais c'est un aspect mineur. Non, mais je voudrais... Oui, mais ça, même si c'est mineur, est-ce que ce oui, point-là... bien sûr. Bon, alors, non, mais je voudrais qu'on reste là-dessus, parce que c'est fondamental. Parce que ça, c'est faux. Et c'est... Je ne sais pas si c'est mineur ou pas, je ne trouve pas ça mineur. C'est faux, et par ailleurs, c'est essentiel pour toute la suite du raisonnement. Si on veut, notamment lorsqu'on suppose que parce que c'est écrit sur une feuille de papier,
Imaginons, voilà, on va prendre l'expérience que vous avez suggérée. Oui. On a un appareil de Stern-Gerlach qui va mesurer le spin d'une particule. Trois spins. Non, mais je vais me contenter d'un spin simple. Bon. Ça suffira parce que l'argument de Coleman, qui a été repris plein de fois après, part d'une hypothèse qui est justement l'hypothèse à remettre en cause, sur laquelle il s'appuie, qui est cette histoire de feuille de papier. Qui est cette histoire de feuille de papier, vous l'avez dit vous-même. La notion, mais en plus de ça, elle est tellement intuitive et tout le monde, dans la vie courante, on la partage, qu'il est extrêmement difficile de la remettre en cause. Mais c'est là le point majeur, et c'est là justement toute la difficulté. Mais pour illustrer cela, je vais prendre un exemple beaucoup plus simple que celui de 3 spins, qui est l'expérience où on va envoyer un atome d'argent dans un appareil de Stern-Gerlach et il va mesurer son spin. Et on sait qu'on peut avoir deux possibilités, plus ou moins, plus 1,5 ou moins 1,5. Derrière, personne n'intervient et il y a un ordinateur ou une caméra qui va filmer. Et puis finalement, à un moment donné, on va écrire sur une feuille de papier d'imprimante. On va écrire plus 1,5 dans un cas ou moins 1,5 dans l'autre. Bien. Ce que vous dites, et ce qui se conçoit parfaitement, parce que c'est ce que tout le monde pense intuitivement, c'est qu'à la fin, de toute façon, la feuille de papier, elle sera écrite, que je la regarde ou pas, ça ne change rien et elle est la même pour tout le monde. Bon. C'est cela même. Et je sais que c'est difficile à avaler. C'est difficile à avaler. C'est ça que je remets en cause. Et c'est ce point-là qui est le point fondamental, parce que il est extrêmement difficile à avaler. Bon. Mais si on n'accepte pas ça, tout le reste s'écroule. Je suis d'accord. Mais je suis complètement d'accord. Il faut avaler ce point-là. Alors c'est une pilule qui est assez grosse. Alors pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? C'est pas en l'air, c'est pas n'importe quoi. C'est tout simplement parce que pour éviter cela, on n'a pas d'autre moyen, et aujourd'hui je crois que personne n'a de réponse à cela, on n'a pas de moyen de dire, parce que ça c'est la réduction du problème du paquet d'ondes. Si on a plus 1,5 sur la feuille, le paquet d'ondes a été réduit. Or dire qu'il a été réduit parce que c'est écrit sur une feuille de papier, donc parce que c'est macroscopique, ça ne marche pas. C'est le problème fondamental que tout le monde essaie de résoudre. Et on ne peut pas le dire. Non, mais je propose qu'on s'arrête ici, parce que je veux dire... Donc, je propose qu'on s'arrête ici, c'est un problème, d'accord, c'est formulé, vous avez essayé d'y répondre. Donc j'ai exprimé mon point de vue, vous avez exprimé votre point de vue, on n'est pas d'accord sur ce point. Sur ce point, on n'est pas d'accord. Mais on est en tout cas d'accord pour dire que la décohérence ne résout pas le problème de réduction du paquet d'ondes. Complètement. D'accord.